Alors moi je suis chercheur entomologiste, je suis arrivé il y a un an uniquement pour travailler sur le frelon asiatique au CRAW et donc je vais préparer les expériences, donc faire les protocoles, le suivi des manipulations et l'analyse de données et je vais aussi, j'ai repris tout ce qui est formation et conférences sur le frelon asiatique qu'on donne en Wallonie par le CRAW. Et donc moi, je m'appelle Cyril Buss, je suis collaborateur en recherche scientifique au CRA, donc je suis le technicien du projet Frelon, et donc on travaille avec Florian sur tous les aspects qu'il vient de vous développer. Le frelon asiatique et le frelon européen sont assez facilement distinguables. À première vue, de toute façon, le frelon européen en fait est le plus grand. Le frelon asiatique est quand même plus petit. Il tourne autour de 3,5 cm pour une fondatrice, que le frelon européen, sa fondatrice, peut dépasser les 4 cm. Alors par contre, au niveau visuel, le frelon asiatique est beaucoup plus foncé. Il est vraiment noir avec une bande orange sur l'abdomen. Mais surtout, on l'appelle le frelon à pattes jaunes. Oui, du coup, c'est un frelon qui est arrivé en France en 2004, dans la région d'Agen. En Belgique, il est arrivé en 2016, en Wallonie. On a des fondatrices qui vont passer l'hiver toutes seules en hibernation. Ils vont sortir d'hibernation autour de mars, quand on va avoir 3 jours à plus de 12 degrés environ. La fondatrice va créer son premier nid, donc un nid qui est vraiment tout petit, qui va atteindre la balle de tennis maximum. Et là, elle va élever ses premières ouvrières. Ces premières ouvrières vont émerger fin mai à peu près. Et une fois qu'elle a ses premières ouvrières, la reine va arrêter son activité extérieure. Et c'est les ouvrières qui vont prendre ces tâches-là derrière et elle va juste rester dans le nid pour pondre les futures ouvrières. Ce nid va s'agrandir, ils vont atteindre la taille d'un ballon de basket et ils vont se poser la question, est-ce qu'on a assez de place pour s'agrandir? Donc par exemple, s'ils sont dans des nichoirs, des boîtes aux lettres, ils vont pas avoir assez de place et dans ces cas-là, dans 70% des temps, ils vont délocaliser un nid plus haut dans les arbres la plupart du temps. Juillet, août, ce nid qu'on appelle nid secondaire va grandir de plus en plus avec une population de plus en plus gros et c'est là qu'on va voir l'impact surtout sur les apiculteurs. Et en octobre, on va voir la création des futurs reproducteurs. Donc les mâles vont être créés uniquement pour la reproduction et les futures fondatrices vont être créées pour se reproduire avec ces mâles. Et une fois qu'elles seront reproduites, elles vont aller chercher un endroit pour passer l'hiver de décembre jusqu'à mars l'année suivante. En fait, au début, donc la fondatrice, quand elle va sortir d'hibernation, elle va rechercher surtout des substances sucrées. On la retrouve sur des fruits pourris, même sur du pollen, sur des fleurs, ainsi de suite, tout ce qui peut lui apporter de l'énergie sucrée. Par contre, en fait, au fur et à mesure de l'évolution du nid, il va y avoir de plus en plus d'individus à nourrir. Et là, clairement, on va plus se développer vers une chasse d'insectes. Et là, ça va être une consommation de protéines à beaucoup plus grande échelle. Mais dans tous les cas, le frelon reste attiré par les substances sucrées tout au long de l'année. Plus l'année évolue, plus il va avoir de consommation de protéines et plus il y a des insectes qui vont être consommés par la colonie au détriment du sucre au printemps. C'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique encore de l'impact du frelon asiatique sur la biodiversité. C'est très dur à faire des études à grande échelle comme ça. Il y a quand même quelques études qui vont un peu dans ce sens-là. Il y a une étude en France qui a montré qu'une colonie tout au long de la saison de frelon asiatique va manger plus de 10 kg d'insectes, donc plus de 97 000 insectes, donc ce qui est quand même assez imposant. Il y a une étude qui a été faite en Espagne où il montre que les pollinisateurs, cirques, abeilles et bourdons vont passer moins de temps à polliniser les plantes lorsqu'il y a la présence du frelon asiatique, donc ça peut limiter un peu la reproduction des plantes à ce niveau-là. Et la dernière étude qui va un peu sur le problème de biodiversité, c'est sur une autre espèce, c'est le bourdon. On voit quand même qu'il y a un stress de la colonie parce qu'il y a une diminution du poids des colonies qui sont attaquées par les frelons asiatiques. Il y a la prédation directe, on va dire. Donc le frelon asiatique va prélever des abeilles sur la colonie, faire des allers-retours. Il va prélever pour chaque frelon plus d'une dizaine d'abeilles la journée. Et c'est pas si impactant. Ce qui va impacter, c'est le stress de la chasse du frelon asiatique sur les colonies. Le comportement de défense contre ce frelon asiatique par les abeilles en Europe est mauvais. Elles vont barder, donc elles vont faire un tapis d'abeilles sur leur planche d'envol et elles vont arrêter leur activité. Et c'est cette paralysie qui va jouer le plus gros rôle de déclin des colonies, c'est-à-dire qu'elles vont arrêter d'aller chercher des ressources et donc elles vont plus ramener aucune ressource à la colonie, moins de pollen, moins de nectar. On va avoir une diminution de la ponte de la reine lorsqu'il va y avoir des frelons asiatiques en prédation devant la colonie. Et on va avoir aussi des enzymes de stress qui vont être produites par les abeilles qui sont stressées.
En fait, il y a plusieurs volets. Donc, on a un premier volet recherche, vraiment pur, où on va étudier toutes les techniques de lutte contre le frelon asiatique qu'il y a, qui ont déjà été vues dans d'autres pays. On essaie de voir si ça marcherait aussi en Wallonie. Et on développe aussi des trucs un peu plus novateurs, comme nous-mêmes, on a développé un piège couvercle spécifique sélectif pour le piégeage de printemps. Et sinon, on va avoir un autre aspect, formation, vulgarisation. Pour les apiculteurs, donc les neutralisateurs, on va les former aux bonnes pratiques et on va aussi vulgariser. Il y a 4 grands piliers dans la lutte contre le frelon. Au printemps, c'est le piégeage de fondatrices. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les fondatrices sortent pour se nourrir, elles recherchent des substances sucrées et puis elles vont fonder leur nid. Donc, c'est un moment assez opportun parce que c'est le seul moment de l'année, presque, avec l'automne, où il va y avoir des fondatrices dans la nature et en vol. Donc, c'est un moment assez intéressant pour essayer de les capturer. Chaque fondatrice de moins, c'est un nid potentiel en moins par après. Je dis bien potentiel parce que voilà, elles ne vont pas toutes réussir à faire un nid secondaire. Il y a aussi un petit peu de concurrence et tout. Mais voilà, on peut d'office se dire que ça fait quand même moins de pression et moins de nids pour l'été. Ensuite, donc, il y a l'été qui va arriver. Donc là, on a les colonies où on a les ouvrières qui vont commencer à chasser. Et c'est le piégeage d'été-automne, donc qui commence souvent en juillet jusqu'à octobre, où on peut piéger en masse les ouvrières qui viennent prédater sur les ruchers. D'après notre expérience et les recherches qu'on a vues, il faut vraiment se focaliser sur du piégeage uniquement sur les ruchers quand vous commencez à avoir de la prédation. Si vous mettez des pièges à cette période-là, en été, en automne, en dehors des ruchers, donc à distance des ruchers, vous posez plus de problèmes à la biodiversité locale avec des captures d'insectes non ciblés. Et quand on le fait sur le rucher, ça peut permettre de limiter un peu l'impact du frelon asiatique avec plusieurs centaines de frelons asiatiques qui peuvent être piégés en une semaine sur un rucher. Donc ça limite, c'est pas 100% efficace, mais on peut aussi limiter la prédation avec d'autres méthodes de lutte à cette période-là. Donc vous avez l'exemple ici d'une muselière. La muselière, ça va permettre aux frelons asiatiques de chasser à une distance plus lointaine de la colonie, 20 cm plus loin, et ce qui va limiter la paralysie de la colonie. Les abeilles vont être moins stressées, donc elles vont continuer leur activité. Donc ça permet une meilleure survie, au moins de 50% de plus de survie d'après une étude française à l'hiver des colonies. Et il y a aussi des harpes électriques qui permettent de capturer le frelon asiatique lorsqu'il va passer d'une colonie à l'autre pendant sa période de chasse. Il va recevoir un choc électrique et ça va permettre de le capturer à ce niveau-là. Le dernier volet, c'est la destruction des nids. Donc la destruction des nids, elle peut être due au printemps, lorsqu'on a des nids comme ça avec seulement la fondatrice, une destruction mécanique, un pot à confiture, ça marche sans problème. Quand les nids sont un peu plus grands comme ça peut être aussi fait de façon mécanique jusqu'à la taille d'un ballon de melon. Il faut se protéger parce que les premières ouvrières vont être agressives, mais ça peut être fait de façon mécanique. Et sinon, sur les nids qui sont beaucoup plus grands, qui vont être de 70 cm de diamètre, là on va faire des neutralisations avec des insecticides qui sont plus efficaces à grande échelle sur des grosses colonies.